Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire qui se passe entre l'Europe et l'Afrique, plus précisément le Congo. Une histoire de Tisa. Voilà qu'une famille congolaise ayant migré en Europe, vous connaissez déjà comment ça se passe ici, n'est-ce pas? Métro, boulot, dodo, on met 1 euro sur 1 euro, espérant un jour de retour en Afrique au 3e âge, pouvoir mettre quelque chose sur pied et vivre nos derniers jours calmement, n'est-ce pas? Voilà alors que quand le moment est arrivé, monsieur et madame se mettent à table, les enfants vont rester ici en Europe dans l'appartement. Voilà, il faut qu'on prenne un terrain, on fasse une maison, on fasse un immeuble là-bas. Les appartements, le loyer des appartements nous permettra de vivre. On occupe un appartement là-bas et puis en bas, on fait les magasins, n'est-ce pas mon chéri? Le gars dit bien sûr. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est le monsieur qui va descendre en Afrique, s'assurer de la bonne, du bon développement du projet, n'est-ce pas? Donc, il descend, terrain est pris, les constructions commencées, les constructions achevées. Donc, au cours du temps, bien sûr, la femme se rend compte que c'est un peu comme si il y avait une de nos petites sœurs là-bas au Congo qui avait commencé à dribbler les œufs du gars et chanter au micro. Donc, la matière regarde, elle dit au gars seulement qu'en tout cas, je ne parle pas, je sais que c'est juste un petit amusement. Le gars convainc que non, ce n'est rien. Le temps est en train de passer, la matière sans que le gars est en train de tomber amoureux. Elle fait alors, et voilà la jeune Tisa, n'est-ce pas? En bonne panthère, elle commence à faire les vidéos, les photos qu'elle poste sur le net. Quand la matière voit ça, elle dit que ma chérie, eh bien, tu es seulement de passage. Parce que quand tu commences déjà, quand tu es encore derrière dans le noir là, je te laisse encore. Mais le fait que tu es en train de vouloir montrer, même à ma famille et tout ça, que tu es là, j'espère que tu es prête à t'asseoir. La petite... elle balance les vidéos, elle balance avec les chansons de Koffi Olomide et tout ça. Mais mon Dieu, vous savez, quand nos frères congolais prennent le micro et décident de chanter les chansons d'amour, mon Dieu, ils peuvent organiser un second déluge sur terre parce que même les anges vont descendre chercher les femmes et les hommes ici sur terre à cause de leur voix et leur voix mélodieuse. Donc voilà alors que le mari, n'est-ce pas, il tombe amoureux de la jeune Tisa au point où carrément il lui donne un appartement, un bel appartement dans l'immeuble, il même une boutique et il l'épouse même. La mater ne fait que dire que ma chérie, oh, tu ne peux pas rester. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Tu étais là, tu t'amusais avec la dernière veine de mon mari que j'étais en train d'économiser pour nos vieux jours. Tu as dit que tu vas venir. J'espère que tu es bien assise. La fille, pardon, ma tête saute qu'à l'enlève, c'est quoi? Laisse les jeunes s'amuser. Je réchauffe un peu le sang de notre mari maintenant. N'oublie pas d'écrire notre mari la prochaine fois, d'accord? Pardon, fous le camp. C'est moi qui suis là maintenant. C'est moi qui gère. N'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une maman, d'une femme qui a souffert pendant des années et qui sait tout ce qu'elle a souffert. C'est à la sueur de quoi elle a gagné tout l'argent, les odeurs, les mauvaises odeurs et tous ces trucs-là. Dans la famille, finalement, beau jour, la jeune dame, elle sent une douleur atroce au ventre. Le temps d'arriver à l'hôpital, le premier soin, elle est décédée, elle est dans la glace. Donc, cette histoire, si chacun tirera sa conclusion, mais je vais juste dire, Association de Tisa United, oh yeah! Association de Tisa United, oh yeah, continuez. Ce ne sont pas toutes les femmes qui vont à l'église prier et demander à Dieu de leur envoyer leur mari. Il y a certaines qui partent dans d'autres endroits. Et aussi, c'est aussi valable pour vous les hommes
les petits pompiers qui allaient séduire les mamans, les femmes d'autrui. Vous avez compris, non? Vous aussi, les hommes là aussi ne vous ratent plus, hein. Faites attention. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Coucou, salut les amis, salut DMG, salut les abonnés de DMG, bienvenue sur la chaîne du donner et du recevoir. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, en tout cas c'est mon frère, un cousin, paix à son âme, qui a vécu l'histoire. Mais c'est une histoire que j'ai écoutée sur la plateforme DMG, où DMG lui-même disait un jour que quand on t'appelle la nuit, il ne faut pas répondre automatiquement. Que quand tu es chez toi et que tu entends que quelqu'un t'appelle, que ce soit la journée ou la nuit, il ne faut pas répondre automatiquement. Et c'est là que je me suis rappelé de l'histoire de mon cousin Maurice. Maurice est un jeune qui a vraiment étudié, mais la vie n'a pas été facile pour lui. En tout cas, il a étudié un peu, il est arrivé en classe de 4e. Là, tellement la vie n'était pas facile pour lui, il a abandonné l'école et il est rentré dans la vie active, a commencé à faire les petits boulots, à se chercher par là, à se chercher par-ci, et jusqu'à ce qu'il arrive à faire son permis de conduire. Donc, il avait son permis de conduire. Il se débrouillait un peu à faire les petits boulots pour s'en sortir. Et donc, un jour, il y a un gendarme qui l'a recruté. Pas pour être chauffeur, mais pour être manœuvre dans sa plantation. Puisque le monsieur, il avait des plantations de palmiers, des plantations de véa et de cacao. C'est-à-dire le gars, il avait un grand domaine. Il avait un domaine où il avait toutes ces plantations-là. Cacao, palmiers et véa. Donc, il avait besoin de la main d'œuvre pour travailler dans les plantations. Donc, pour cela, il a recruté plusieurs manœuvres. Il y avait des Burkinabés, des Togolais, même des Ivoiriens. En tout cas, ces personnes-là étaient dans la plantation du monsieur. Donc, mon cousin Maurice est allé travailler chez le monsieur en tant que manœuvre. Donc, eux tous travaillaient dans le champ. Et donc, le gendarme, c'est-à-dire le planteur, il était tellement bien organisé que dans son campement, il avait construit des maisons pour ses manœuvres. Il avait construit des maisons pour les travailleurs. Et il y a certains travailleurs même qui étaient là-bas avec leurs épouses, avec leurs petites familles. En tout cas, ils se débrouillaient là comme ça. Et au fur et à mesure, puisque Maurice, lui, il savait lire et écrire. Et il avait un permis de conduire. Donc, il a commencé vraiment à avoir un peu d'avantage par rapport à ses autres collègues. Et donc, souvent quand le boss vient comme ça, depuis que le boss a su que Maurice avait un permis de conduire, que Maurice savait lire et écrire, donc il envoyait Maurice maintenant à faire d'autres tâches que d'aller travailler dans les champs. Donc c'est Maurice maintenant souvent qui faisait les courses du boss, et souvent le patron reste à Abidjan, il appelle Maurice. Maurice vient prendre le salaire des autres travailleurs. Il vient prendre le salaire des travailleurs. Donc, si on veut voir, c'est Maurice maintenant qui payait les travailleurs. Et souvent, le patron appelle Maurice pour venir à Abidjan, à prendre la pick-up du boss,
avec la provision, avec les engrais, tout. Maurice conduit la pick-up du boss pour aller jusqu'au campement, pour aller livrer les engrais et autres produits agricoles. Et cela a commencé à faire des jaloux. Il y a certains qui ont commencé à être jaloux. Et donc, souvent, Maurice, le jour qu'il vient à Abidjan comme ça, il dort, il vient dormir chez moi. Donc, il me raconte ce qui se passe au travail. En tout cas, l'avantage qu'il commence à avoir, l'évolution qu'il commence à avoir dans le travail, tout cela, il m'explique. Il m'explique tout cela. Et du coup, souvent, il me dit qu'il sent qu'il y a certains de ses collègues qui sont pas contents, qui sont jaloux. Parce que lui, il est en train d'évoluer. Et je lui disais de faire attention quand même. Parce que quand c'est comme ça, il y a certains qui sont vraiment, qui peuvent avoir des pensées malsaines, qui peuvent lui faire du mal. Qu'il fasse beaucoup attention. Il me dit qu'il a compris. Et donc, à un moment donné, j'apprends que Maurice est malade. Maurice est malade. Puisque ses parents étaient à l'intérieur, finalement, il allait chez ses parents pour aller se faire soigner. Mais au moment où Maurice partait se faire soigner, vraiment, c'était déjà presque tard. C'était tard même. C'était tard. Puisque partout où on l'envoyait, pour le traiter, les guérisseurs disent que c'est tard. Que s'il était venu tôt, on pouvait le traiter. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après les explications de Maurice, d'après l'explication que la mère de Maurice m'a donnée, parce qu'au moins je vais savoir, j'ai appris la mort de Maurice. Et quand j'ai su, j'ai demandé, mais qu'est-ce que Maurice a eu? Que Maurice me fréquentait beaucoup, je n'ai pas su qu'il était malade. Mais qu'est-ce qui a eu Maurice? C'est là sa mère maintenant m'expliquait ce qui est arrivé à Maurice. Elle me dit que Maurice dit, étant au campement là-bas, qu'un jour il était en train de dormir dans sa chambre. Il était en train de dormir dans sa chambre. Au milieu de la nuit, que quelqu'un l'a appelé. Maurice! Il dit dans son sommeil, il s'est levé de manière, il s'est levé en vitesse. Et il a répondu. Il a répondu oui. Et puis il s'est levé en même temps. Et quand il s'est levé de son lit, c'est comme s'il s'était cogné la tête au mur. C'est comme s'il s'était cogné la tête au mur. Donc il était étourdi même. Il dit il est retombé sur le lit, tellement le coup était violent. Donc, il dit, tellement le coup était violent, il n'a même pas pu ouvrir ses yeux. Il dit, il a attrapé sa tête. Jusqu'à ce que la douleur se calme un peu, qu'il arrive à ouvrir les yeux. Il dit, au moment où il ouvre les yeux, il voit que son lit est très loin du mur. Les amis, imaginez-vous, tu rentres dans une chambre, le lit est au coin de la chambre là-bas. Le mur n'est même pas proche. Le mur n'est pas proche du lit. Donc maintenant, lui, il s'est demandé, mais quand lui il a reçu le coup, il pensait que il avait cogné le mur. Mais il se rend compte que le mur est très loin de son lit là-bas. Mais le coup qu'il vient de recevoir là vient d'où alors? Les amis, je vous assure, cette maladie, Maurice a pris comme ça. Sa tête. La douleur dans la tête. Et la tête a commencé à s'enfler. La maman de Maurice me dit que tellement la tête de Maurice était enflée qu'on ne pouvait pas faire la différence entre la tête de Maurice et son cou. C'est-à-dire, la tête est enflée, le cou enflé. On ne pouvait même plus faire la différence entre la tête de Maurice, le cou de Maurice et le tronc de Maurice. Et
La tête était enflée, qu'on ne voyait plus les yeux de Maurice. Elle me dit que Maurice a tellement souffert, que Maurice a pleuré de la tête. Elle me dit tu pouvais être à des mètres là-bas, loin de Maurice, et tu l'entends crier, oh la tête, oh ma tête, oh ma tête, oh ma... Elle me dit Maurice a pleuré la tête. Mais elle me dit que mon fils est arrivé tard, que je n'ai pas vite su qu'il était malade. Qu'au moment qu'il avait reçu le coup violent sur la tête là, s'il avait couru pour venir vers moi, on allait pouvoir le sauver. Mais au moment où Maurice venait vers moi, au moment où j'ai su, moi qui suis sa mère, j'ai su que mon fils était malade. C'était déjà tard. Partout où je l'amenais pour le soigner, on me dit non, qu'on ne peut plus rien faire. Que Maurice, là où il est là, c'est l'enveloppe qu'elle a. Maurice est déjà parti. Que Maurice, où il est là, il est déjà mort. Elle me dit, ma fille, je n'ai pas pu sauver mon enfant. J'ai regardé mon enfant mourir comme ça devant moi. Je dis, bon. Donc, les amis, voilà. C'est ce que DMG avait dit un jour dans la vidéo que j'ai écoutée, où il disait que quand on t'appelle, que tu ne sais pas qui t'appelle, cherche à savoir d'abord qui t'appelle avant de répondre. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Tu es chez toi, un coup, tu entends ton nom, quelqu'un crie ton nom quelque part là-bas. Gabriel, et tu réponds. Ou bien, Jeannot, tu réponds sans savoir qui t'appelle. Que souvent, c'est très, très dangereux. Et c'est ce qui est arrivé à mon frère Maurice. Donc, c'est comme ça. Maurice, vraiment, il a été tué par ses collègues qui étaient jaloux de lui, qui étaient jaloux de son évolution. Eux, vous ne savez pas lire et écrire. Hein? Quelqu'un qui sait lire et écrire, si il commence à avoir des avantages, pourquoi être jaloux de lui jusqu'à aller le tuer? Les amis, c'est comme ça. C'est comme ça mon cousin est décédé. Donc les amis, likez, commentez et partagez. Et surtout abonnez-vous pour ne pas rater d'autres histoires. Bonne. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour grand frère, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, je vais te demander une seule chose par rapport à cet audio. Partage au maximum. Incite les personnes à qui tu vas partager à faire de même. Ça peut sauver une personne en danger. J'ai vécu une situation hier, j'ai froid dans le dos jusqu'à présent. J'ai failli, c'est-à-dire que si je n'avais pas cet œil de voir plus loin, si je n'étais pas minutieuse dans les actes que je pose, aujourd'hui, je devais me retrouver dans une secte par ignorance. Je t'explique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un lien d'une amie qui m'a envoyé un lien. Elle m'envoie le lien. Je comprends pas. Souvent, quand elle m'envoie des liens, c'est que c'est des vidéos sur Facebook, des trucs comme ça. J'ai pas réfléchi, j'ai cliqué sur le lien. Quand je clique sur le lien, on me demande des informations sur mon identité, en fait. Tout ce qui concerne mon identité. On m'a demandé cela. J'ai pas compris. On me demande de m'inscrire et tout, donc. Je lance l'appel et je demande, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le lien que tu m'as envoyé, c'est pourquoi? Elle me dit non, il s'agit d'une entreprise qui s'est implantée au Gabon, mais qui n'est pas encore connue. Et le nom de cette entreprise, c'est Safety. Il s'avère que l'entreprise n'est pas encore connue au Gabon. Je dis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Je comprends pas. Explique-moi bien. Quoi, on dépose des dossiers ou je sais pas pour avoir du boulot? Elle dit non. En fait, c'est un groupe. On n'est plus au niveau de l'entreprise. Elle me dit mais non, c'est un groupe. Le groupe consiste à faire quoi? Elle me dit non.
Quand tu as fini de t'enregistrer et de tout, tu as fini avec l'enregistrement, on va te présenter des animaux dans l'application. Il y a différents animaux, il y a des singes, des quoi. Maintenant, elle m'a dit, le plus petit animal coûte 10 000. Donc, comme là, nous sommes aujourd'hui le 13, si tu prends l'animal de 10 000, ça veut dire tous les jours. Donc, à partir de demain, tu dois rentrer tous les jours dans l'application pour nourrir cet animal-là, fictif. Et dès que tu finis de le nourrir, tu as 10 000, parce qu'il coûte 10 000. Et au fur et à mesure, tu peux racheter des animaux. D'accord? Si 3 jours après, tu décides d'acheter un de 15 000, ça te fait les 10 000 du premier animal plus les 15 000 du deuxième animal, 25 000 chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire, il te suffit de rentrer dans l'application, de nourrir les deux animaux et tu as 25 000 chaque jour. 25 000. Si tu ajoutes au coin un animal, jusque tu peux arriver même à 1 million. Tu vois, tu peux arriver à 1 million parce qu'elle disait qu'il y a des animaux de 30 000, des animaux de 40, de 50, de 1 million. Si tu as pris l'animal de 1 million, ça veut dire tous les jours que Dieu fait. Quand tu rentres dans l'application, tu as 1 million. J'ai tiqué. Je lui ai dit que donc ça veut dire que quand moi je donne 1 million, par exemple, aujourd'hui j'achète l'animal. Le lendemain, je commence à nourrir l'animal. Mais tu nourris l'animal avec quoi? C'est ça en fait. Partage. J'ai fait d'amples recherches. C'est une loge. L'animal se nourrit de quoi? L'animal se nourrit de quoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est quelle application, c'est quelle société où tu vas donner 1 050 000 par jour? Tu vas donner 50 000 aujourd'hui et jusqu'en fin d'année, jusqu'à, tu vas recevoir 50 000 chaque jour. Faisons attention. Parce que si je n'aurais pas vu plus loin, mon petit sou par exemple que j'ai mes 10 000, je devais aller mettre dans l'application en question. Et voilà, je me retrouve dans une loge. Je suis en train de nourrir. Pour moi, je sais pas. Ces animaux-là ont des significations. Faisons très attention. Voici pourquoi nos petits frères, même dans les écoles, se retrouvent dans des loges naïvement. Faisons très attention. Une application où on te dit que tu donnes 10 000. Il te suffit de donner 10 000 et chaque jour de ta vie, tu as 10 000 par jour. Il faut se poser des questions. Même si on cherche de l'argent, faisons très attention. J'ai failli me retrouver dans une loge. Si je n'étais pas vigilante, faisons très attention. S'il te plaît, partage-moi cet audio au maximum. Partage-moi cet audio au maximum. Je suis allée, j'ai fait des recherches sur cette fameuse entreprise de Safety. Mais même ce qu'on te raconte là-bas en définition, tu ne comprends pas en fait. On te parle des animaux qu'il faut acheter et qu'il faut nourrir. Faisons attention à ce que nous faisons. Après, on va se retrouver avec des blocages et tout le reste. Ne sachant pas que plus tard, l'histoire de nourrir, on va maintenant t'imposer de vendre un parent, de faire ceci. Faisons attention. Je fais cet audio, c'est pour sauver. C'est pour sauver. Faisons attention. Ça a l'air de rien, mais au fond, c'est très grave. C'est très grave. Ils utilisent maintenant d'autres méthodes. Donc, faisons attention. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Coucou, bonjour les amis, bonjour la famille DMG, bonjour à tous les abonnés. Bienvenue sur la chaîne du donner et du recevoir.
Les amis, je vous invite à liker, à partager et à commenter et à vous abonner surtout pour ne pas manquer les bonnes histoires, les belles histoires qui passent sur la chaîne DMG. Les amis, ce matin, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon père. En tout cas, l'histoire de notre famille. Une histoire vraiment qui nous a fait beaucoup souffrir. Et donc, ce matin, je vais le partager avec vous. Il faut dire que mon père dit que quand il était adolescent, à l'âge de 14 à 15 ans, il a quitté son village. Mais avant qu'il ne quitte son village, il dit que sa mère était la 4e femme de son père, parce que son père avait 4 femmes et sa mère était la dernière femme. Donc, du coup, il faut dire que généralement, les hommes, les 4e femmes, surtout quand elles sont jeunes, c'est elles que le mari aime beaucoup. Donc, il dit que sa mère était très belle, une très belle jeune fille qui est venue se marier. Le monsieur est un peu déjà âgé, puis il a 3 femmes. Donc, puisque sa mère était beaucoup aimée, et les autres femmes là, elles ont commencé à jalouser sa maman. Donc, elles lui ont fait la sorcellerie, puis elle est tombée malade. Elle est devenue aveugle et sourde. Elle n'entendait pas, elle ne voyait pas. Et il était avec sa petite soeur. Tout d'un coup, sa petite soeur est décédée. Il ne sait pas pourquoi. Donc, il est resté seul. Il était unique de sa maman. Et sa maman était aveugle. Donc, c'est lui qui faisait tout. Il dit depuis son petit âge, c'est lui qui faisait, il défrigeait le champ pour sa maman. C'est lui qui pilait le riz pour sa mère. En tout cas, il était comme une fille pour sa maman. Et donc, il dit que chaque fois quand il quitte au champ avec son papa comme ça, il vient avec le vin blanc. Et donc, il dit, il y avait la petite soeur de son papa qui était là tout le temps, qui lui disait, quand tu envoies le vin blanc de ton père, là, il faut servir aussi pour m'envoyer. Mais il dit chaque fois qu'il dit, je sais pas, mais il dit, c'est pas pourquoi il partait jamais chez sa tante là. Même quand sa tante même lui dit, il faut venir, tu vas aller puiser de l'eau pour moi, il ne va pas. Donc, il dit, un jour comme ça, il était en train de jouer avec les enfants de son âge, et sa tante est venue le prendre par les oreilles pour l'envoyer chez elle. Pour lui dire, mais toi, tu as quel problème? Chaque fois que je t'envoie, tu ne vas pas. Je te dis, envoie-moi le vin blanc de ton père, tu ne m'envoies pas. Même je te dis, viens, tu vas aller puiser de l'eau pour moi, tu ne veux pas, tu as quel problème? Et moi, je fais tout ça là pour t'attirer chez moi, pour te faire une confidence. Il dit, sa tante a commencé à lui parler tout doucement, à voix basse. Pour lui dire, ouais, je fais un effort pour que tu viennes chez moi ici, je vais te faire une confidence, et puis tu es là, tu ne veux pas t'approcher de moi. Que voilà, aujourd'hui, il dit, entend le jour du marché hebdomadaire de chez eux, c'est le jeudi. Entend, ils étaient déjà le mardi. Il dit, Satan lui a dit, le jeudi qui vient là, jeudi après demain là, si ça t'a trouvé ici là, en tout cas tu es un homme mort. Parce qu'on a prévu de te tuer le jeudi nuit. Parce que l'aveu que je te fais là, moi-même là, je suis une sorcière et je fais partie de la confrérie. Nous avons fait une réunion le jeudi là. Si jeudi nuit t'as trouvé cela, en tout cas nous on va te tuer. Donc moi je viens de trahir mon clan comme ça pour venir te faire la confidence. Il faut fuir, tu vas quitter le village. En tout cas si jeudi t'as trouvé, je ne sais pas comment tu vas faire, mais si jeudi nuit t'as trouvé, en tout cas, faut pas dire que je t'ai pas prévenu. Et ça, il a dit à sa tante que, tu dis, moi, je n'ai qu'à fuir, je n'ai qu'à quitter ici. Mais qui va s'occuper de ma maman? Toi, tu vois l'état de ma maman aveugle, elle est sourde. C'est moi qui fais tout pour elle. Si je pars, je fuis, je quitte, qui va s'occuper de ma maman? Et ça, sa tante lui a dit que ta maman, là, elle est déjà vieille. Et puis là où elle est, là, on ne peut plus rien pour elle. Que si toi, tu n'es pas là, elle va rentrer en famille. Sa famille va venir la prendre partie pour s'occuper d'elle. Mais toi, tu es encore jeune, il faut sauver ta vie. Et d'abord, avant de partir, ne dis à personne que tu es en train de partir quelque part. Il faut fuir, tu vas quitter ici. Et donc, c'est comme ça, il dit, le jeudi matin, puisqu'on lui a dit que c'est jeudi, nous vont le tuer. Donc, il dit, le jeudi matin, tout le monde partait au marché, parce que c'est jour de marché. Il dit, tout le monde partait au marché. Donc, c'est là, lui aussi, il a pris la route, il est parti au marché. Arrivé là-bas, il allait trouver que il y a un gros camion qui est en train de charger. Le gros camion, les camions qui prennent les marchandises là, voilà les remorques là, voilà qui est en train de charger. Donc, et dès quand ils ont chargé le camion, tout d'un coup, ils ont commencé à crier Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Il dit, voilà une bonne occasion. Il dit, il a grimpé sur le camion comme un apprenti. Et donc, le camion l'a envoyé en Côte d'Ivoire en même temps. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il dit, il est venu en Côte d'Ivoire, il ne connaît personne. Il ne sait même pas où aller. Mais là où le camion l'a laissé, dans la ville, le camion l'a laissé là. Donc, il dit, dormez au marché, dormez au marché. Du coup, il a commencé à aller laver les assiettes. Il allait laver les assiettes chez une dame, une restauratrice. Donc, c'est cette dame-là il lavait ses assiettes et cette dame lui donnait à manger. Il dit, il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il retrouve sa communauté.
Voilà, les gens de même ethnie que lui les a retrouvés. Donc maintenant, il fréquentait sa communauté, mais néanmoins, il venait toujours laver les assiettes chez la dame. Et la dame lui donnait un peu la nourriture, puis le dépannait un peu. Et c'est dans ça, après ça, il est parti rentrer chez un monsieur qui conduisait les gros camions aussi. Voilà, il a fait l'apprentissage, il a connu son travail, il a reçu son permis, tout. Vous savez, dans le temps, les choses n'étaient pas trop compliquées. Il dit que c'était dans les années 58, hein. C'était dans les années 58, c'est l'histoire que je vous explique là. C'était dans les années 1958. Donc, il dit il a reçu son permis. Donc, il dit un jour qu'il y a une entreprise d'État qui est venue les recruter pour aller défricher le bord de la grande voie, le bord du goudron. Voilà. Donc, ils sont partis, ils étaient en train de travailler. Tout d'un coup, il y a l'un des responsables qui est venu leur demander que parmi vous, c'est là qui a un permis. C'est là lui, il a levé le doigt pour dire que lui, il a un permis. Ça, le responsable l'a pris. Et tout d'un coup, il a été engagé comme chauffeur de gros camions dans l'entreprise d'État. Et donc, il était maintenant fonctionnaire, il travaillait, il gagnait bien sa vie. Mais mon père, c'est quelqu'un, il avait la main sur le cœur. Il ne pouvait pas voir quelqu'un dans la souffrance. Il ne pouvait pas voir vraiment un parent, un compatriote dans la souffrance. Il aidait tout le monde. Il hébergeait tout le monde à la maison. Du coup, on avait toujours des étrangers chez nous. C'est pour cela même, là, les fins du mois, papa prenait toujours 2 sacs de riz. Il prenait 2 sacs de riz. Tous les jours, prenait 2 sacs. Toutes les fins du mois, il prenait 2 sacs de riz. Parce qu'il y avait toujours les étrangers à la maison. Et donc, comme ça, un jour, on a reçu un monsieur à la maison qui dit qu'il venait du pays, qu'il est venu, il cherchait sa famille. Donc, mon père l'a hébergé. Et c'est comme ça que mon papa faisait. Quand quelqu'un quitte au village, il vient. Mon père l'héberge jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille. Voilà. Il retrouve si ces derniers n'ont pas retrouvé leur famille, s'ils réussissent à trouver du travail, ces personnes vont prendre leur maison et ils deviennent indépendants. Donc, c'est comme ça qu'il faisait pour les aider. Donc, le monsieur est venu habiter chez nous. Maintenant, un jour, une nuit, on reste là-haut. On a entendu un coup de feu chez le voisin. Et notre voisin, il était un ressortissant d'un pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. On a entendu un coup de feu là-bas. On dit, qui a tiré? Donc les papas, les mamans, en tout cas les grandes personnes sont sorties pour aller voir. Tout le quartier est sorti, sont allés voir. On constate que les voisins, ils ont reçu la visite des braqueurs. Et c'est l'un des braqueurs là qui a tiré sur le fils du voisin. Et le fils du voisin aussi, c'était un jeune qui était très en forme. On était tous adolescents, mais en tout cas, il ne faisait pas son âge. Il était gaillard en forme. Il ne faisait pas son âge. Donc, on dit c'est le jeune là. Il a ciblé l'un des braqueurs là, puis il s'est jeté sur lui, il a lutté. Donc, ils ont commencé à lutter. Et c'est là, puisqu'ils avaient porté des cagoules, dont l'enfant a réussi à enlever la cagoule qui était sur la tête du monsieur. Ils ont constaté que c'était l'étranger de mon père. Et donc, comme le gars a vu que là, il a été découvert, c'est là il a tiré sur l'enfant. Et puis, ils ont fui. Vous voyez, ils ont fui. Donc, quand ils ont fui comme ça, l'enfant, avant de rendre l'âme, il a dit à ses parents que le monsieur qui vient de tirer sur moi, là, que c'est l'étranger de notre voisin, là. Donc, nous tous, les papas, tous étaient là-bas la nuit. Ils sont revenus pour dire, vraiment, il vient de se passer quelque chose qui est grave. Dieu, qui a fait ça? Et mon papa ne savait pas que lui, il était ciblé dans cette affaire. Hein. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était ciblé dans cette affaire. Donc, c'est dans ça maintenant. Mon père, matin, on voit voilà, la police. La police qui vient chez nous. Ils sont venus arrêter mon papa. Comme quoi, lui, il est un chef de gang. Que c'est lui qui est le patron des braqueurs qui sont allés tuer l'enfant. Mon papa dit que moi-même, j'étais chez moi. Quand nous tous, on a entendu le coup de feu. Que je ne sais même pas ce qui s'est passé. On dit non. Que celui qui a tiré sur l'enfant, là, on dit c'est votre étranger. Comment vous pouvez héberger un braqueur chez vous? Ça, mon papa dit, mais c'est moi, je sais qu'il est braqueur. Hein? C'est un ressortissant de chez moi. Moi, c'est comme ça, j'héberge les gens ici. Que c'est ma première fois, mais je vais héberger qu'un peu la personne va me mettre dans un problème comme ça, là. Donc, mon papa, même, malgré ses explications, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, les amis. Je vous assure. Mon père a fait 1 an. Il a fait plus d'1 an en prison. Toute la famille, on s'est dispersé parce qu'on avait peur, puisque les voisins sont à côté. Et il se trouve qu'on dit que c'est mon père qui a hébergé le braqueur. Du coup, mon papa est comme le chef bandit, le chef des braqueurs. Donc, nous tous, on a fui. Notre maman a fui, nous tous, on a fui, on s'est éparpillés. Chacun est parti où on pouvait. Et les personnes même que mon père avait l'habitude d'héberger, on est parti chez certains.
Il nous parlait mal. Votre papa est devenu tueur. Votre papa m'a dit, il est gentil, là, déjà, c'est un gangster, c'est un braqueur. Il nous insultait, mais bon, on va faire comment? On était là-bas. Et donc, nous sommes restés là-bas jusqu'à ce que mon père était en prison. Il était en prison. Mon père dit que, étant en prison, tous les jours, il faisait sa généalogie. Il faisait sa généalogie tous les jours. De quelle famille il est, de qui il est, de quel père, qui est son père, qui sont ses aïeux. Il parlait de tout ça. De quelle forêt sacrée vient, de quelle forêt sacrée il a été initié. Tout ça là. Il parlait. Il dit tous les jours, il parlait de ça. Il prie. Il invoque l'esprit de sa maman. Il invoque l'esprit de son père tous les jours. Parce que ses parents étaient déjà décédés. Donc, il dit que même leur eau sacrée, il invoquait l'esprit de l'eau sacrée, qui n'ont qu'à venir le sauver, parce qu'il est victime de sa gentillesse. Parce que lui vient d'une grande famille, une famille où on ne rejette personne, une famille où on aide tout le monde. Et donc c'est ce que lui voulait appliquer à son niveau de vie pour aider les gens. Parce que lui, son père aidait beaucoup les gens. Donc voilà, en voulant aider les gens, il s'est trouvé dans les problèmes. Donc vraiment que ses aïeux viennent l'aider, que les esprits de la forêt viennent l'aider. Donc il dit comme ça, un jour, il était en train de dormir, en pleine journée. Il dormait. Et il a fait un rêve. Et dans le rêve, il pleuvait. Il y avait une forte pluie. Et donc lui, il a pris son épaule, pris son savon. Il est sorti, il se lavait dans la cour de prison. Sous l'eau de pluie, là, il se lavait. Il dit dans le rêve, ses co-détenus lui disaient, mais tu vas attraper froid. Il dit non, laissez-moi, je vais me laver. Il dit, il s'est lavé sous la pluie jusqu'à ce que, au moment où il se réveille, il voit qu'en réalité, il est en train de pleuvoir effectivement, dans la réalité maintenant. Donc il dit, dans la réalité, lui aussi, il a pris son éponge, pris son savon. Il est allé dans la cour de la prison, il a commencé à se laver. Et dans la réalité, ses co-détenus lui disaient encore, mais tu vas attraper froid. Il dit non, que lui veut se laver. Donc il dit, quand il a fini de se laver, à peine il s'est habillé, il était assis la net, c'est là ils sont venus l'appeler. Pour lui dire, que tu as été libéré, qu'on t'a accusé, tu as été accusé à tort. Parce que, après les enquêtes, ceux qui sont allés faire le braquage chez le voisin là, on les a attrapés, ils ont même attrapé le chef. Et que le chef dit que tu fais pas partie de leur gang. Que lui-même là, tu as été trahi, tu as été trompé parce que il s'est fait passer pour un étranger pour venir habiter chez toi parce qu'il avait ciblé ton voisin qui devait braquer, c'est pour ça qu'il est venu habiter chez toi. Donc tu n'es pas coupable. Et voilà, mon père a été libéré. Quand mon père a été libéré, il ne pouvait plus partir au quartier, les voisins sont là. Donc lui il s'est dit quoi? Que si on repart pour habiter dans notre cour là-bas, les voisins là peuvent nous faire du mal. Que si jamais lui, on n'arrive pas à l'atteindre, ils peuvent atteindre ses enfants. Et puisque la retraite n'était plus loin, il lui restait 2 ans pour aller à la retraite. Donc, il a fait ses dossiers, il a pris une retraite anticipée. Donc, il nous a pris, nous sommes rentrés. J'ai dit, lui, il ne peut plus rester en Côte d'Ivoire, que lui va rentrer dans son pays. Donc, nous sommes rentrés avec tous nos bagages, tous les enfants, tout. Nous étions nombreux, on était plus de 8 enfants. Papa et puis maman, en tout cas, on était nombreux, on est rentrés. Arrivé dans le village de mon père en Guinée, les amis, voilà, on arrive net. Et puis il faut dire que, avant que tout cela n'arrive, où la vie était encore bien pour mon père, une fois, pendant qu'il était en congé, il était allé dans son pays. Il a fait, il a fait cérémonie, les funérailles de sa maman, les funérailles de son père. Et après, il dit qu'il va construire sa maison de retraite là-bas. Il a construit une grosse maison, une 5 pièces. De grandes chambres. Voilà, il dit qu'il va construire sa maison de retraite parce qu'il compte un jour revenir dans son pays. Lorsque il sera à la retraite, il a l'intention d'aller s'installer dans son pays. Donc il a dit qu'il va construire sa maison de retraite là-bas. Donc il a construit la maison. Il dit la maison même, ils avaient déjà commencé la maison devant lui jusqu'à ça arrive au chaînage. Donc, puisque le congé était déjà fini, donc il a laissé tout le reste du matériel là-bas, les portes, la toiture, en tout cas tout ce qu'il fallait pour finir la maison, il a tout payé puis il a laissé. Puis il a dit à ses frères, ses demi-frères qui sont là-bas, ils n'ont qu'à terminer les travaux. Et donc lui il est venu. Donc voilà, maintenant il est venu, par après il a eu des problèmes. Les problèmes qu'il a eu là, il a décidé de rentrer dans son pays. On arrive là-bas, voilà, ses frères maintenant prennent nos bagages, mettent dans une vieille case. Ils ont mis nos bagages les bagages étaient beaucoup. Ils ont mis dans une vieille case. On habitait dans la vieille case.
Donc la nuit, quand on dort, quand il pleut, on ne sait même pas où dormir. Ces bagages, on va sauver, ouais. Ces coins, on va chercher pour dormir, ouais. On ne sait pas. Donc on a fait au moins plusieurs mois dans la vieille case là-bas. Donc c'est dans ça un jour, la femme de mon papa maintenant a dit à son mari, que quand on était en Côte d'Ivoire, tu m'avais dit que tu avais construit une maison de retraite ici, dans ton village. Mais depuis on est venu, on est dans la vieille case. Regarde, tous mes habits sont, toujours, mes habits sont mouillés. Quand il pleut, tous nos affaires sont mouillées. Mais où est la maison que tu as construite? La maison que tu as construite, il faut me montrer parce que moi, je ne veux plus habiter dans cette vieille case. Il faut la maison que tu m'as dit que tu as construite là, je vais habiter dedans maintenant. Je ne veux plus habiter dans la vieille case. Donc c'est dans ça mon père maintenant s'est levé pour aller vers ses frères pour leur dire. Et puis avant qu'on arrive, les frères de mon papa avaient déjà occupé toutes les chambres avec leurs femmes. Hein. Chacun avait sa femme. Ils avaient déjà occupé les chambres. Une maison de 5 pièces. Ils avaient déjà occupé toutes les chambres. Donc mon père allait vers eux pour leur dire, que moi-même depuis je suis venu, je suis quitté de l'autre côté pour venir. Je vous regarde, vous ne me dites rien, vous avez pris mes affaires pour mettre dans la vieille case. Moi, croyant que pour vous donner le temps de pouvoir au moins déménager, libérer au moins 2 chambres, vous allez garder 2 chambres, je vais prendre 2 chambres avec ma famille. Je vous regarde, vous ne dites rien. Et ça, ses frères lui disent, mais toi, tu parles de quelle maison? Tu parles de quelle maison? Hein? Tu parles de quelle maison? La maison là, tu penses que c'est pour toi? Ça, c'est la maison familiale que tu as construite pour nous. Mais tu es venu maintenant, tu vas construire toi-même ta maison que tu vas habiter avec ta famille. Et ça, mon père dit, moi, vous savez ce que pour les problèmes l'épreuve que je viens de quitter dedans, c'est quel argent j'ai pour construire une autre maison à l'heure là. Même si je dois construire une autre maison, ça serait plus tard, mais pour le moment, laissez-moi habiter, donnez-moi au moins 2 chambres, je vais habiter avec ma famille. Ses frères disent qu'ils ne veulent pas question, qu'ils ne vont pas libérer la maison, que mon père n'a qu'à construire une autre maison. Car ça là, c'est une maison familiale. C'est là mon père dit non, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. En même temps, mon père allait voir le chef du village pour aller expliquer. C'est là le chef du village est venu pour lui dire, vous aussi, quelqu'un vous dit, une grande maison comme ça, libérez 2 chambres pour lui donner, vous allez occuper 2 chambres. Hein? Quand même, ce que vous faites là, c'est pas bien. Nous tous on sait quelle épreuve le monsieur a traversé de l'autre côté. C'est là, par la grâce de Dieu, mais il est vivant et puis il est venu avec sa famille. Donnons-lui au moins 2 chambres. Les frères disent, ils ne veulent pas. Quand ils ne vont pas libérer la maison, tout le village s'est levé. Pour leur dire non, ce qu'ils sont en train de faire là, que c'est pas bien. Il dit non, ils ne vont pas libérer. Ils vont pas libérer. Ok. Le chef du village aussi dit que, puisque c'est comme ça, le monsieur, votre frère vous dit de lui donner 2 chambres. Il va habiter, vous ne voulez pas. Dans ce cas, libérez toute la maison. Libérez toute la maison. Mettez vos affaires dehors. Vous allez libérer toute la maison. Vous allez donner la maison du monsieur. Et donc c'est comme ça, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de palabres, ils ont libéré la maison. Et nous avons déménagé dans la maison de notre papa. Quelque temps après les amis, la femme de mon papa est tombée malade, elle est décédée. Et quand elle est décédée, un temps après, le chef du village a invité un guérisseur depuis le Libéria. Parce qu'il y a des morts d'enfants qui se passaient dans le village qui étaient trop bizarres. Les jeunes étudiants, les élèves brillants, en tout cas les brillants élèves qui mouraient de manière banale, bizarre, brutale. Donc le chef du village a fait venir le guérisseur du Libéria pour venir voir ce qui ne va pas dans le village. Et c'est là qu'ils ont attrapé beaucoup de sorciers. Et parmi les sorciers qu'ils ont attrapés, ils ont attrapé notre grand-mère. La grand-mère qui était restée dans la cour familiale. La grand-mère, la 4e femme de notre papa, de notre grand-père, qui était restée maintenant dans la cour là. Comme la vieille mère de la cour là, ils l'ont attrapée. Elle était parmi les sorciers. Et on lui a dit maintenant de passer aux aveux. Et la grand-mère, avant qu'on va l'attraper comme sorcière là, elle était malade, elle avait le ventre comme une femme de 9 mois, une femme qui est enceinte de 9 mois. Ils ont attrapé la grand-mère. Quand on dit à la grand-mère de passer aux aveux, la grand-mère dit non, que c'est elle qui a mangé son petit-fils. En temps, son petit-fils venait de mourir il y avait quelques mois auparavant, que c'est elle qui a mangé son petit-fils. En temps, chez nous, on ne touche pas petit-fils comme ça. Quand tu touches petit-fils là, en tout cas, le retour là n'est pas bon. C'est son petit-fils là qui a fait grossir son ventre comme ça. C'est ça le guérisseur dit oui, que pour ton petit-fils là, c'est pas faux, c'est vrai, c'est une réalité. Mais tu as plusieurs aveux à faire. Dans ces aveux-là, maintenant, elle dit non, que c'est elle qui a tué la femme de notre papa. On dit, mais pourquoi? Pourquoi tu l'as tuée? Elle dit que lorsque mon père est quitté, et mon père est venu, est quitté en Guinée pour venir, eux habitaient dans la grande maison, que c'est la femme de mon papa même qui a fait que mon papa est parti réclamer la maison.
Sinon, on était dans la vieille case, mon papa parlait pas. Mais c'est la femme là qui a fait qu'il allait réclamer la maison. Et d'abord même, la maison là, elle avait prévu que la maison là reste pour elle et ses enfants. Mais mon papa les a mis dehors. Donc pour cela, ça lui a fait mal. Elle a tué mon papa. Et puis d'abord, elle a tué la femme de mon papa. Et puis d'abord même, c'est mon papa même qu'elle visait. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, la prison de mon papa, elle est à la base. Que c'est elle qui a dirigé les gangsters là, vers mon père. Pour que mon père puisse les héberger, afin qu'il puisse tuer le fils du voisin. Et puis pour que mon papa puisse aller en prison et qu'il reste en prison pour mourir. Là, s'il mourait en prison, nous autres, on n'allait pas aller réclamer la maison. Là, elle allait rester dans la maison avec ses enfants. Et d'abord même, mon papa même, elle ne sait pas comment il a fait pour être libéré de cette prison-là. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment il a fait pour sortir de la prison, pour venir la trouver jusqu'au village là-bas. Sinon, elle, son intention là, elle avait tout fait pour qu'il reste en prison pour mourir. Là, elle va garder la maison. D'abord même, lui-même, depuis son enfance, on a tout fait pour l'avoir, on n'a pas pu. Il a fui pour aller en Côte d'Ivoire. Et puis encore, il revient, il construit une maison où elle va habiter avec ses enfants. Et après, il vient encore, et puis il les met dehors. Donc vraiment, elle n'a pas apprécié ça. C'est pour ça qu'elle a tué la femme de mon papa. On était là, on pleurait. On pleurait. La souffrance tout ce qu'on a supporté depuis la Côte d'Ivoire venait de cette vieille-là. C'est elle qui a occasionné la prison de mon père. C'est elle qui a occasionné le meurtre du fils du voisin. Vous voyez, les amis. En plus, et puis elle a tué notre maman pour mettre dessus. Pour faire mal à notre papa. Parce que comme elle n'arrive pas à l'atteindre là. Pour lui faire mal, elle a tué sa femme. Vous voyez, les amis, sorcellerie de la famille. Sorcellerie depuis l'enfance du monsieur jusqu'à quand il a vieilli. Ils sont derrière lui. Sorcellerie de famille là. Et vous dit qu'il se passe le flambeau. Quand un a tenté, n'a pas pu là, avant qu'il va mourir là, il passe le flambeau à son camarade pour dire comme si je n'ai pas réussi là, toi il faut tenter, tu vas réussir. Vous voyez, sorcellerie de famille là, c'est tellement fort parce que c'est scellé dans la famille. C'est scellé dans la famille. Toi que la sorcellerie de la famille se lève contre toi et puis n'arrive pas à t'atteindre, faut dire c'est la grâce de Dieu, il faut prier Dieu tous les jours. Et c'est ce qui a été le cas de mon père. Vous voyez. C'est pour ça, dans l'un de mes histoires, je vous avais envoyé l'un de mes histoires un jour où je vous disais que il y a une des sœurs de mon père qui j'étais allé au village à un moment, et une de mes sœurs, des sœurs de mon père qui est quittée dans une ville pour dire qu'elle est venue me saluer pour faire ma connaissance. Et la nuit, les hiboux venaient s'asseoir derrière la maison où ils s'asseyaient dans le corosolier, l'autre s'asseyait dans le gros arbre, puis la nuit ça criait. Et à 4 heures du matin, notre père est quitté au village. Vu que le village est à 5 km de la ville, hein, on ne sait pas comment le papa l'a fait pour quitter au village, pour se retrouver en ville à 4 heures du matin. Vous voyez, je vous avais envoyé l'histoire là. J'ai déjà envoyé l'histoire là sur la plateforme DMG. Vous voyez. Puisque tant sur le papa il n'arrive pas, c'est nous les enfants maintenant qui veulent chercher. Mais notre papa aussi, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, de manière spirituelle en tout cas, Dieu est avec lui. Il se protège et il nous protège. Vous voyez. Donc la famille, c'est l'histoire qui est là. L'histoire qui a fait souffrir ma famille. Et à travers cette histoire-là, il y a beaucoup de familles qui en ont souffert. Le petit même qui a été tué, le petit innocent qui a été tué, qui ne sait rien de rien, qui a été tué par cette sorcière-là. Vous voyez les amis. Donc c'est l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté, partagez, likez, commentez. Alors je reviens aujourd'hui avec, on va dire, la suite de mon histoire précédente. Là où j'ai parlé de ma maman qui était de race blanche, qui avait ce jour-là bu et quand elle dormait, elle s'est réveillée, elle avait vu un mauvais esprit assis sur lui, une personne physique assise sur le lit et tout. J'avais lu des commentaires où il y avait quelqu'un aussi qui avait dit que peut-être que ma maman avait des hallucinations par rapport, excusez-moi, par rapport à ce qu'elle avait vu. Alors ma maman n'avait pas d'hallucination du tout, parce qu'après ça, il y a encore plusieurs histoires que je vais vous raconter ici où ma maman elle n'avait pas bu du tout. Alors, l'histoire, je vais parler des belles-sœurs maléfiques. Alors les sœurs de son mari, parce que ma maman, quand elle a divorcé de mon papa, elle s'est remariée avec un monsieur, le papa de mon petit frère et de ma petite sœur, parce que moi je suis l'aînée de ma maman.
Et donc, le monsieur, lui, il avait 2 sœurs. Alors, lui, il avait 2 sœurs, lui, c'était le cadet. Donc, ils étaient nés 3. Leur papa était sorcier guérisseur. Et sa grande sœur aînée avait hérité de ces dons-là. Donc, elle guérissait les gens traditionnellement et tout. Et utilisait aussi son don pour faire des choses qui n'étaient pas bien. Alors, il y a une chose. Comme mon petit frère aîné, ces dames-là, elles avaient l'habitude, quand elles venaient à la maison chez nous, elles venaient toujours, parce que je vivais chez ma maman, elles venaient toujours très tôt le matin, à 6h, à 7h, parce que ma maman, elle dormait jusqu'à 9h. Elle venait toujours à 6h, à 7h, et en général, c'est souvent moi qui allais ouvrir la porte parce que je me levais très tôt. Et ces dames-là, quand elles arrivaient à la maison, elles rentraient, elles étaient toujours les 2 sœurs, toujours les 2 sœurs. Parce que entre lui et sa sœur aînée, il y a peut-être 25 ans d'écart ou plus. Donc quand elle venait, c'était une vieille dame par rapport à son petit frère. Elle était vieille parce que lui il était vieux, elle est encore plus vieille que ça. Donc elle venait à la maison et quand elle venait, s'asseyait au salon peut-être pendant 5-10 minutes. Après, elles se lèvent toutes les deux, elles commencent à balayer la parcelle. Elles balayaient la parcelle, elles balayaient partout, surtout derrière la maison, elles aimaient balayer. Elles balaient, et puis elles viennent, elles s'asseyent, leur frère sort, elles parlent, ils causent, elles restent peut-être encore 30 minutes vite fait et elles s'en vont. Et c'était tout le temps comme ça. Et quand mon petit frère a eu environ 4 ou 5 ans, il tombait tout le temps malade. Quand je vous dis tout le temps, c'est chaque mois, mon petit frère tombait malade. De janvier à décembre. Chaque mois que Dieu faisait, mon petit frère tombait malade. Et c'était toujours des maladies, c'était toujours des fortes fièvres. Il fallait le faire hospitaliser. Il fallait le calmer. Donc mon petit frère, du coup, on lui donnait du Valium. Du Valium pour le calmer, pour l'endormir et tout. Et une parenthèse, le mari de ma maman était le seul qui avait étudié chez lui. Donc ses 2 sœurs n'avaient pas vraiment étudié, surtout l'aînée, elle était jamais à l'école. Et avant ça, il avait, étant jeune, il avait une femme, il avait eu 2 filles. Des filles qui sont nées, qui ont grandi, peut-être 4-5 ans par là. Et une était née déjà avec des problèmes, elle était infirme. Et l'autre, je sais pas si elle avait aussi des problèmes, mais je crois qu'elle avait quelques petits soucis aussi. Et ces 2 filles avaient fini par décéder. Donc, on disait que non, que eux, ils voulaient l'utiliser, le garder pour eux. Genre pour qu'il travaille que pour eux, parce que une de ses sœurs avait beaucoup de fils, donc il fallait qu'il s'occupe aussi de ses neveux et tout. Et donc, c'est devenu tellement récurrent les maladies de mon petit frère, ma maman elle s'inquiétait beaucoup, qu'on a parlé au mari de ma maman d'un monsieur, on va l'appeler frère Jacques, parce qu'il s'appelait frère Intel, donc on va l'appeler frère Jacques, qui priait pour les gens, qui guérissait et tout. Donc on est allé voir le monsieur chez lui. Il organisait des séances de prière chez lui à la maison. On est allé le voir chez lui à la maison. On a participé à la séance de prière avec tout le monde et tout. Et on allait le voir en privé. Ma maman a parlé avec lui, mon beau-père a parlé avec lui. Je sais pas si il s'était dit, j'étais à l'extérieur avec mon petit frère. Et on revenait maintenant 2 à 3 fois par semaine pour faire ces séances de prière là avec tout le monde. Et un jour, il a pris rendez-vous, il a dit qu'il fallait qu'il vienne à la maison pour prier, pour tout le monde. Pour prier pour la maison et tout. Il arrive à la maison, il a commencé la séance de prière, il a prié, il est sorti à l'extérieur, il a prié. Et dans la prière, dans ses transes, il est allé, il a déterré dans chaque coin de la parcelle, dans les 4 angles de la parcelle, il a déterré des toutes petites bouteilles avec des trucs à l'intérieur. Et je vous rappelle que ces sœurs-là, quand elles venaient, elles balayaient tout le temps la parcelle, elles mettaient toujours des saletés, des feuilles, quoi. Comme on avait un grand manguier, donc les feuilles, elles les mettaient toujours dans les coins. Il a déterré des petites bouteilles et tout. Et après, il est arrivé à un endroit derrière la maison où il a commencé à creuser avec les mains. Il a creusé. Il a renversé de l'eau, il creusait, Et à un moment donné, parce qu'on était tous autour du trou, on était aussi en train de prier. Moi, j'avais quel âge? Je pouvais avoir peut-être 10 ans par là. 10 ans, ouais. Et donc, pendant qu'il priait et tout, on a senti quelque chose qui a bougé dans l'eau. Vous voyez comme quand il y a un poisson qui est dans l'eau? Vous voyez le mouvement que l'eau fait?
On a vu ça et tout, et aussitôt il a plongé les deux mains à l'intérieur et il a commencé à prier, limite il se débattait. Il a ressorti de là une statuette. C'était une statuette en forme de femme, avec au niveau du ventre, c'était ouvert. Et on appelle ça chez nous ici Kuyuyuma. Je ne sais pas si dans d'autres pays aussi c'est comme ça. Et donc, il a creusé cette statuette-là. Et à l'intérieur de la statuette, il y avait des tissus rouges, mais des vieux tissus rouges, genre mouillés, un peu des tissus dégradés. Vous voyez, vraiment des vieux tissus qui sont restés là longtemps. Et à l'intérieur des tissus, donc c'est-à-dire c'était un long tissu où il y avait des nœuds. Et dans ces nœuds-là, il y avait des papiers qui étaient protégés avec des nappes. Et dans ces papiers-là, il y avait des mots. Donc dans un nœud, quand on a détaché, il avait écrit papa et les enfants. Dans l'autre, il y avait écrit le prénom de ma maman. Dans l'autre, il y avait écrit son prénom à lui. Mais c'était pas écrit au stylo, c'était vraiment écrit, je sais pas si ça avait utilisé du crayon, quelque chose d'autre, mais c'était vraiment une écriture bizarre. Écriture des gens, vous voyez, quand une personne n'est pas vraiment à l'école et qu'on lui demande d'écrire quelque chose, c'était écrit de cette manière-là. Et après, le monsieur a demandé à ma maman, il a dit à maman qu'il fallait qu'elle puisse monnayer 1000 francs, 5 francs, 5 francs, qu'il fallait qu'elle puisse acheter un jus pas rouge, pas noir, donc pas coca, pas grenadine. Il fallait qu'elle puisse acheter une tenue, donc un haut, un bas, pas rouge aussi, pas noir. Il fallait qu'elle achète des biscuits, des bonbons, et qu'il y avait un sacrifice à faire et tout. Donc, quand ma maman a prêté toutes ces choses-là, le monsieur est venu, on est parti au fleuve. Chez nous, ici, on a un fleuve, et sur le fleuve, il y a un pont. Donc, on allait sur le pont. On a dit à ma maman qu'il fallait qu'elle jette toutes ces choses-là. Donc, elle a tout jeté. Et on lui a dit de parler. Donc, elle a parlé que mon fils ne doit personne. Mon fils n'a des problèmes avec personne. Moi, je suis sa maman et tout. J'ai mis au monde mon fils en toute sécurité. Elle a parlé de beaucoup de choses et on nous a demandé de nous retourner, de marcher, de ne pas regarder en arrière. Donc, c'est ce qu'on a fait. Après, le monsieur a demandé à ce qu'on fasse une grande fête à mon petit frère, qu'on invite beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, qu'on fasse un grand repas. Et les vêtements qu'on lui achètera, que ce soit des vêtements tout neufs, donc de la tête aux pieds, mais qu'il n'y ait pas du rouge, qu'il n'y ait pas du noir. Et le monsieur est venu le jour de la fête, il a fait la séance de prière, il a prié, il a pris la nourriture, il a jeté dans les 4 coins de la parcelle, de la boisson et tout, on a fait la fête. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, depuis cette période, mon petit frère n'est plus jamais tombé malade comme il tombait malade. Il tombait malade comme un enfant normal. 4, 5 mois après, 6 mois, 1 an, vraiment normal. Au jour d'aujourd'hui, c'est un grand homme. Il a 31 ans, il est marié, il a une grande carrière, un homme épanoui et heureux. Alors, la morale de cette histoire, c'est méfiez-vous des familles dans lesquelles vous rentrez. Priez toujours, soyez toujours éveillés spirituellement. Et comme je vous ai dit, c'est l'histoire des belles sœurs maléfiques. Il y en a encore d'autres, donc je reviendrai pour d'autres histoires. Je te dis merci. Je vous dis bon. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Oui, bonjour DMG. Oui, c'est l'un de vos abonnés, j'appelle depuis le Cameroun. Et je salue aussi tous tes abonnés qui sont sur la page DMG. Et j'encourage aussi beaucoup à nous édifier avec leurs histoires. L'histoire donc que je vais te raconter, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais jeune. En fait, l'histoire s'est passée au Cameroun, plus précisément dans la région du littoral. Oui, dans le Mungo en général, donc dans un village de Njombe, entre Njombe et Bonandam, quelque part. Donc l'histoire s'est passée quand j'étais en quatrième allemand. Donc nous avions un camarade de classe. Ce jour-là, on venait à peine de finir le cours de PS. Donc après le PS, après le PS, il était question que nous rentrions en classe. Parce qu'on devait commencer les cours de mathématiques. Sauf que quand nous avons débuté les cours de mathématiques, j'avais une camarade de classe que je vais taire le nom. Elle était juste 2 bancs avant moi.
Donc, juste à peine qu'on démarre le cours de mathématiques, elle se sentait un peu fatiguée et elle a décidé de se coucher sur le banc. Et après, mon professeur de mathématiques lui a demandé que, mais si tu vois que tu ne te sens pas bien, tu peux prendre un billet de sortie, tu rentres. C'est ce qu'elle a fait. Elle nous a dit qu'elle revient. Elle part à la maison, prend quelques médicaments, elle revient. Sauf que quand elle part, nous sommes restés continuer le cours de mathématiques. Après le cours de mathématiques, nous sommes allés en pause. Juste à peine qu'on ait sifflé la fin de la pause, on s'est réunis, chacun est rentré dans sa salle de classe. Après, on a commencé le cours d'allemand. Et nous avons vu une débandade au niveau de la surveillance. Les gens s'agitaient et tout. On vient donc signaler à notre prof d'allemand que non. Telle fille que je vais taire le nom vient d'être décédée à l'hôpital. Ça a fait une panique dans l'établissement parce que personne ne croyait à ça. Une fille qui vient de sortir à peine 1h30, 2h de temps. Directement, on vous annonce qu'elle est décédée. À cause d'un juste un petit malaise. Ça a fait du boucan, ça c'est quoi l'établissement dans tous les sens. Les gens se sont dit que maître, qu'est-ce qui ne va et tout. Et tout le monde voulait être curieux et tout le monde s'est rendu du côté de l'hôpital où elle était internée avant son décès. Tout le monde s'est rendu là-bas, les cours se sont même arrêtés à l'établissement, même les professeurs, c'était une élève vraiment régulier que tout le monde connaissait. Donc ça a dérangé à l'établissement, les surveillants, chacun a décidé de se rendre à l'hôpital auquel moi-même j'étais là-bas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, et toute la foule, presque tout le lycée était là-bas. L'infirmier qui lui suivait l'avait déclarée morte. Entre-temps, cette fille vivait avec l'un de ses frères, qui était un entrepreneur commercial. Lui, il avait un magasin, il vendait les sacs d'arachide, sacs de riz et tout. Donc c'était un entrepreneur. C'est les gens d'origine de l'Ouest. Quand les membres de sa famille qui étaient proches sont arrivés, puisque sa maman vivait à l'Est, donc elle n'était pas dans la ville. Toute la famille est arrivée, tout le monde, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a appelé sa maman qui était à l'Est, mais voici ta fille qui est décédée ici, elle-même ne comprenait rien. Elle a dit que c'est vraiment le cas, parce que j'arrive dans le littoral, ça vraiment, je risque de voyager toute une journée. Donc ce qu'on peut faire, on ne peut pas laisser le corps exposé comme ça. Battez-vous, vous déposez d'abord le corps à la morgue en attendant que je vienne. Donc déposez le corps à la morgue. Quand les membres de la famille ont donc porté la fille dans le drap pour conduire vers la morgue, et son grand frère qui était entrepreneur, qui était commerçant en fait, était toujours pour qu'il faut qu'on mette à la morgue, Arrivé dans la morgue avec la fille, on a appelé le morguier en chef, il est arrivé, on a détaché le drap sur la fille. Mais sauf que ce qui était étrange dans cette histoire, c'est que quand le morguier a regardé la fille, il a regardé comme ça, il a dit quels sont les véritables parents de cette fille parmi vous qui êtes ici. Il y a son grand frère, le commerçant là, avec quelques personnes qui ont dit que non, nous sommes pas, mais la maman même, la concernée, et à l'est, elle est en route pour venir. Il a dit que tel que je suis en train de voir, avec mon œil spirituel, l'enfant n'est pas parti. Cherchez quelqu'un qui est efficace, qui est bon. Vous portez cette fille, vous l'envoyez là-bas. Parce que avec ce que voit, cette fille s'il y a quelqu'un vraiment bon, il peut faire revenir cette fille à la vie. Elle n'est pas complètement partie. C'est une fille qui a beaucoup d'avenir. Avec mon œil spirituel que voit cette fille, elle n'est pas encore du côté des morts. Donc vous, ces membres de famille, faites tout et tout vous l'amenez quelque part. C'est où la famille a donc décidé d'appeler la maman. On l'a appelé, on l'a informé que voici ce que le morguier a dit, puisqu'elle a dit qu'elle n'est pas totalement partie, il n'a même pas accepté qu'elle entre là-bas. Où la maman a dit non, cherchez alors quelqu'un, un praticien dans la vie qui est bon. S'il y a quelque chose qui peut faire que de perdre notre fille comme ça. Le grand frère, l'entrepreneur était tout là que non, il faut qu'on la mette à la morgue. Non, il faut qu'on la mette à la morgue. Il était toujours pour qu'on la mette à la morgue. Mais les autres membres de la famille ont dit que comprenons ce que la mère a dit, c'est sa fille. Si elle dit qu'on l'amène quelque part à Londres, il y avait quelqu'un dans la ville qu'on appelait Petit Jésus, quelqu'un qui était vraiment bon. On a donc porté la fille dans le drap, on a mis dans un véhicule, on est arrivé chez lui avec la fille. On a détaché, on lui a expliqué, voici une fille comme ça, on l'a amenée à la bombe. Mais le morguier il a dit ça discrètement pour ne pas avoir éprouvé à les services de l'hôpital que cette fille n'a pas encore fait quelque chose. C'est où, effectivement, quand Petit Jésus est arrivé, c'est comme ça qu'on appelle le grand marabout là. Quand Petit Jésus est arrivé sur les lieux, il a
il est arrivé, il a constaté, il a demandé que cette fille vraiment on peut faire quelque chose pour elle. Mais ce qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse avant le coucher du soleil. Il faut qu'on le fasse avant le coucher du soleil, parce que si le soleil se couche, cette fille ne pourrait plus reprendre la vie. Ça peut être possible. Il a demandé une somme de 520 000 pour faire ça, parce qu'il a dit que c'est sa vie qui mangeait. Parce que c'est une opération que si ça échoue, c'est lui-même qui risque de partir. Parce qu'on a seulement sacrifié cette fille. Et celui qui l'a sacrifié est parmi vous. C'est ce que le marabout les a expliqué. Donc on a sacrifié cette fille. Donc on peut se battre. Il y a 520 000. Il peut se battre. Il remet cette fille en vie. Donc la famille a demandé quelles sont les conditions donc quelles sont les conditions dans lesquelles tu peux travailler. Il faut nous éclaircir sur la méthode de travail et tout. Il est donc entré en profondeur en disant que non. Où c'est là? La fille ici a été sacrifiée. Sauf que entre nous, les vivants, et le monde des morts, en fait le monde des vendus, il y a un pont qui traverse. Il y a un pont. Et cette fille est en train d'être conduite vers ce pont. Si ces gens parviennent à traverser avec elle le pont qu'ils voient là, ça veut dire qu'elle ne pourrait plus revenir à la vie. Eux vont faire ça avant le coucher du soleil. Donc, s'il faut qu'il travaille, il doit travailler le plus rapidement possible. Et il avait bien expliqué, il a entré dans les détails, qu'il a, lui, ne s'est pas caché pour le dire qu'il a un totem de serpent. Qu'il faut qu'il prenne son totem de serpent. Il a dit ça à la famille, qu'il est doté d'un totem de serpent tellement puissant qu'il va mettre son totem de serpent spirituellement, parce que tout ça c'est déjà dans le monde spirituel. Il va placer son totem là, au niveau du pont. Même si ces gens sont à 1000, ils ne pourront pas traverser avec cette fille-là. Ils vont le bloquer. Et tout ce que vont faire, vont essayer maintenant de rentrer avec cette fille. Et qu'ils vont rentrer comme ça. Celui qui lui est donc poussé devant, on sera obligé de le prendre. Voilà la condition qu'il a dit. Et il faut qu'on le fasse avant le coucher du soleil. Ils sont battus dehors pour l'argent, battus, rien à donner. Ils sont battus dehors, cotisés, venir avec 300 000, on va dire 520 000 comme il a dit. Voilà que le soir fait qu'arriver, la famille s'est encore battue, la maman expédiée, même ses 60 000, avec le peu qu'elle avait, tout et tout sont battus, sont revenus sur les 300, ils vont ajouter encore 120, ça monte à 400 quelque chose, Mahaboua a toujours refusé, qui veut 520 000, il paraît c'est un chiffre symbolique pour faire le genre de travail là. La famille s'est battue, finalement le soir est arrivé, l'odeur a commencé à sombrer. Et c'était comme si tous leurs entrées d'argent étaient bloquées. Même ceux qui avaient l'habitude de leur prêter l'argent, rien ne passait. Tous à qui on prêtait l'argent, c'était tout bloqué. Ils sont venus, ils ont encore peut-être trouvé 80 000 de plus revenus. La nuit était presque tombée sur le Mahaboua car le temps est là à passer. Donc vous deviez donc reprendre votre fille, vous lui ramener à l'amour, parce que même si vous me donnez 10 millions, ils sont à traverser avec elle, le pont là. Donc moi, je ne peux plus m'engager, parce que si j'envoie mon esprit de l'autre côté du pont, où il y a on risque de bloquer mon esprit là-bas, et moi, je risque de perdre ma vie. Donc, entre ces manques, il y a eu des petits tiraillements familiers et tout. Et en ce moment, même le magasinier de leur famille, là, parce qu'apparemment, c'est lui qu'on soupçonnait, lui m'avait disparu. On le cherchait, mais on ne le voyait plus. On est donc rentré à l'amour pour une seconde fois avec la fille. Vers les 19h quelque chose, le même morgue est revenu. Quand on a ouvert le drap, il a demandé que, mais vous avez fait comment? On dit que non, l'argent qu'il a demandé était beaucoup et tout. Qu'il a encore regardé la fille pour une seconde fois. Il a dit à la famille, le tout si maintenant, on peut la garder parce qu'elle est vraie partie. Il a donc ouvert l'amour, on a porté son corps. On a donc gardé. À son deuil, c'était tout un tas de problèmes. Son propre frère, même chez qui elle habitait, qui était mal au commerce et tout, il a même disparu. On dit même que les habits qu'elle portait le jour qu'elle est morte, il a même pris ça à disparaître avec, pour aller essayer de bloquer ces 3 fois dans le monde. C'est un peu l'histoire, c'est une histoire qui a vraiment secoué le petit village où on était. Donc c'est l'histoire qui était là à vous raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.